Bonjour, soyez bienvenus pour ce dimanche en politique au Salon de l'Agriculture. La crise agricole, thème de ce nouveau numéro. Question des prix, relations avec les distributeurs, concurrence étrangère, pesticides. Le monde agricole français subit une crise sans précédent. En 2016, selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole, un tiers des agriculteurs auraient touché un salaire mensuel de moins de 350 €. Et cela englobe le cas de ces agriculteurs qui ont recours à d'autres activités pour tenter de boucler leur fin de mois. Le gouvernement, lui, cherche notamment à inverser la relation producteur-distributeur avec l'objectif que ce soit désormais les agriculteurs qui fixent les prix et non pas les distributeurs comme c'est le cas aujourd'hui. Mais au-delà de ça, n'est-ce pas la question de nos modèles agricoles qui est posée? C'est en substance le débat qui se déroulera d'ici quelques minutes sur notre plateau entre le président de la FDSEA d'Île-de-France et le fondateur des fermes d'avenir, des fermes qui sont basées sur le modèle, on le verra, de la permaculture. Alors on est en train de se balader autour du stand de l'Île-de-France. L'Île-de-France, malgré sa grande partie urbaine, vous le savez, est une terre agricole. 5000 exploitations qui recouvrent pratiquement la moitié du territoire francilien. Et nous nous redirigeons justement vers l'un de ces agriculteurs franciliens. Bonjour Christophe Robin. Alors vous êtes agriculteur, éleveur de volailles et céréalier de Sonchamp, enfin Sonchamp dans le 78. À côté de Rambouillet, ouais. C'est à côté de Rambouillet, exactement. Vous êtes agriculteur aujourd'hui, mais vous avez d'abord travaillé dans les assurances. C'est en quelque sorte une reconversion, alors peut-être pas comme on l'entend. Pas jusque-là, mais c'est vrai que j'ai repris la ferme familiale et j'ai voulu, avant de m'installer, faire vraiment un tour d'horizon de ce qui pouvait se faire à l'extérieur et de pouvoir capitaliser là-dessus pour revenir sur la ferme. Est-ce que vous l'avez vécu comme un pari, de reprendre la ferme familiale? Oh, c'est même plus qu'un pari, je crois que c'est une histoire de famille, donc on se sent... Enfin, je veux dire, voilà, on a le sang de l'agriculture qui coule dans les veines, donc c'est quelque chose, comme disaient mes parents, dont je parlais depuis que j'étais tout petit, quoi. Alors aujourd'hui, quelle est votre situation financière? Quelque part, à l'image de tous mes collègues aujourd'hui, hein, j'ai un atelier de volaille, en effet, je suis céréalier. Jusqu'à présent, c'est quand même les céréales qui me faisaient vivre. Donc j'ai développé l'atelier volaille à mon installation il y a 5 ans maintenant. Et sur une année comme celle-ci, c'est finalement ce petit atelier qui fait que je sors un peu la tête de l'eau, quoi. Ça vous permet de vivre. Mais en même temps, vous ne pourriez pas vivre que de la volaille. Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Je crois que vous faites du circuit court. Oui, non, l'idée... 80% à peu près de vos ventes. Facile. L'idée, c'était que, quitte à faire quelque chose, voilà, je venais des assurances, je connaissais mes produits, mais finalement, je ne les gérais pas en amont et en aval, quoi. Et du coup, l'idée, c'était de dire, voilà, je produis quelque chose, je le gère intégralement. Et je me suis tourné vers le circuit court. Est-ce que vous travaillez quand même avec la grande distribution? Ça m'arrive, oui. Ouais. Ouais. Là, typiquement, il y a un poulet sur votre stand. Oui. Ce poulet, combien vous le vendez sur le marché, combien vous le vendez à la grande distribution? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce que j'ai eu des collègues tout à l'heure qui étaient en Bretagne et qui produisent différemment de ce que je peux faire aujourd'hui. Et vous êtes en agriculture raisonnée? Oui, mais mes collègues aussi, c'est pas le souci. Mais eux, c'est des grands bâtiments, ils travaillent avec des grandes firmes et c'est des gros volumes. Donc on va parler en prix au kilo. C'est vrai que eux, ils me disaient que vivant, ils vendaient du poulet autour d'1 € du kilo, quoi. Alors que vous? Alors que moi... Ça, c'est la grande distribution. C'est la grande, ouais. Alors que moi, en mort, je suis à 8 €, un peu plus de 8 € du kilo, quoi. Comment vous expliquez cette différence? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le circuit court qui fait que... Il y a plusieurs facteurs. La proximité? Oui, il y a la proximité. On est dans une région qui est dynamique. On est dans une région qui est demandeuse de produits locaux, de produits de proximité, de pouvoir échanger avec le producteur. Et finalement, les gens s'y retrouvent. Donc voilà, il y a ce lien qui se fait. Quand on dit que vous en sortez peut-être mieux que d'autres, c'est quoi? C'est un SMIC à la fin du mois? Oui, c'est ce que ça représente, oui, complètement. C'est quand même pas... c'est pas neutre. Non, franchement, c'est pas neutre. Oui, mais c'est pas énorme non plus. C'est pas énorme non plus, mais voilà, quand on parle d'une moyenne de 350 € de l'hectare en céréales pures, c'est pas neutre. Grâce en gros, circuit court et polyculture, c'est ça? Oui, c'est les solutions. Ouais. Merci beaucoup Christophe Robin. Donc on l'a vu, deux solutions, les circuits courts et aussi la polyculture. D'autres ont même carrément recours à une autre activité rémunérée pour tenter de boucler leur fin de mois. C'est le cas de cet agriculteur du Val d'Oise que nous avons rencontré. Une centaine d'hectares dont il faut s'occuper. Et comme si cela ne suffisait pas, il répare également des machines. Reportage signé Frédéric Ovas avec Fight Bloom Hubert. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Godefroy a toujours voulu être agriculteur.
comme son grand-père. 12 ans qu'il s'est installé à Us, dans le Val d'Oise. Une centaine d'hectares, du blé, de l'orge, des betteraves et une pension de chevaux. Oui. Allez, pousse-toi. Et même si sa femme est infirmière, son activité agricole ne suffit pas pour vivre. Godefroy a une autre activité professionnelle. C'était dès le départ un impératif en raison de la surface que j'ai repris. Donc une exploitation, alors qui peut paraître, 100 hectares, ça peut paraître grand pour quelqu'un qui a juste un jardin, mais en l'occurrence, là, en céréaliculture, 100 hectares, ça ne permet pas de tirer un SMIC, par exemple. Donc il me fallait un revenu complémentaire. Au quotidien, il jongle avec ses 2 bureaux, tour à tour agriculteur et réparateur d'appareils de musculation. J'ai une double vie qui n'est pas forcément optimisée au niveau temps. C'est une gymnastique où on s'en sort de mieux en mieux et le salarié aide beaucoup là-dessus. Ça permet justement de faire le tampon dans les périodes où il y a vraiment beaucoup de travail. Une double activité qui lui permet de sauver la ferme sans vendre son patrimoine. Et du coup, il paye d'avance, lui. Tu vois, il a payé la totalité. Quand on fait 2000 € de revenus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur une année, j'ai quand même des échéances qui tombent. Donc là, novembre et décembre, j'ai réinjecté 16 000 € de l'activité secondaire vers mon activité principale, puisque je considère quand même la ferme comme mon activité principale, même si ce n'est pas forcément celle qui génère le plus de revenus aujourd'hui. Alors toujours un peu sur la météo. 15 heures, coup de fil, une urgence, une réparation, une salle de sport qui a besoin de ses compétences. Godefroy lâche sa bêche pour la valisette technique. Au boulot depuis 3 heures du matin, il reste professionnel, mais... Ça me pèse, c'est parce que quand on fait les choses par nécessité plus que par choix, je pense que tout le monde, quoi. Il y a des gens, des étudiants qui vont travailler dans un fast-food le soir, je pense que ça leur pèse et je préférerais être chez moi tranquille. Moi, c'est ce que j'avais choisi initialement. Mes études, c'est agricole. Mes spécialisations, elles sont dans le commerce agricole et j'aurais aimé rester dans cet univers-là, si j'avais pu. Godefroy reconnaît tout de même sa chance, celle d'être en Île-de-France où les opportunités de doubles activités sont nombreuses. Et nous retrouvons sur le plateau de France TV ici au Salon de l'Agriculture pour le débat. Nos 2 invités, Damien Greffin, bonjour. Vous êtes le président de la FDSEA en Île-de-France. Vous représentez le principal syndicat agricole dans notre région et en France d'ailleurs. Et puis face à vous, Maxime de Rostelan, bonjour. Vous êtes, vous, le fondateur de Fermes d'Avenir. Alors, il s'agit d'exploitations qui sont basées sur le modèle de la permaculture. Vous êtes d'ailleurs l'un des porte-parole, l'un des promoteurs de cette permaculture, de cette agroécologie. C'est un petit peu 2 modèles qui s'opposent. Peut-être qu'ils vont se réunir un jour, ces 2 modèles. Mais en gros, d'un côté, une agriculture qui est intensive, exportatrice, avec de grandes exploitations que l'on retrouve d'ailleurs majoritairement en Île-de-France, puisque 60% des exploitations en Île-de-France font plus de 100 hectares. Et puis de l'autre côté, on a un modèle qui est encore à ses débuts, celui de la permaculture. Expliquez-nous justement, Maxime de Rostelan, c'est quoi l'agroécologie ? Bonjour, qui est à ses débuts, pas totalement, parce qu'en fait, si on se serait oublié quelques milliers d'années d'agriculture qui ont précédé l'agriculture dominante actuelle. C'est le retour de l'ancien modèle, finalement. Voilà, on retrouve le bon sens paysan, en fait. L'idée, c'est de travailler avec la nature et pas contre elle. En fait, ça part juste d'un constat, c'est qu'il y a eu un moment... On dit souvent que c'est après la guerre qu'il a fallu nourrir... On dit qu'il a fallu nourrir les gens après la guerre. Un peu de bruit, en fait, c'est pas exactement vrai. Le dernier ticket de rationnement en France, c'est dans les années 48. Et on a fait le remembrement, donc le gros boom de l'agriculture industrielle dans les années 60. Et en fait, on constate que c'était sans doute une bonne idée à l'époque, mais c'était sans compter sur toutes les externalités, donc tout ce que ça allait avoir comme impact négatif sur la santé, sur l'environnement. Et on constate aujourd'hui que 80% des insectes ont disparu en France en 30 ans. 52% des animaux sauvages ont disparu dans le monde en 40 ans. Et on constate aussi que des maladies sont apparues. Et par exemple, des troubles du spectre autistique, il y avait 1 personne sur 3000 atteinte dans les années 70. Aujourd'hui, c'est 1 sur 70. Et en quoi, avec l'agroécologie, ça ne serait pas le cas ? Eh bien, en fait, vous utilisez des méthodes naturelles ? Exactement. On travaille avec la nature et pas contre elle. Donc l'idée, c'est évidemment de se passer de tous les produits de synthèse et d'engrais chimiques de synthèse. Et donc de travailler avec les forces de vie, introduire
réintroduire des arbres, réintroduire la captation de l'eau naturelle, donc pas drainer sous les champs pour envoyer directement, enfin les autoroutes de l'eau pour envoyer directement à la rivière et ensuite pomper dans les nappes qu'on n'a pas pu remplir. Bref, c'est travailler vraiment avec l'intelligence de la nature qui, soit dit en passant, a quand même beaucoup plus de retours d'expérience que nous, puisque nous, on base notre modèle qui est essentiellement basé sur le pétrole. Aujourd'hui, il nous faut 15 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. C'est à peu près 30 fois plus que ce que faisaient nos grands-parents qui, à l'époque, avec une calorie fossile, produisaient 2,4 calories alimentaires. Qui pose des questions peut-être aussi pour l'avenir. On va peut-être vous faire répondre, Damien Greffin. Comment est-ce que vous voyez ce modèle, vous? Moi, j'entends ce qui est dit ici. Je pense qu'il ne faut pas opposer les systèmes comme l'agriculture biologique ou comme la permaculture le font aujourd'hui. Pour exister, ces modèles-là se construisent en opposition d'un système. Alors moi, j'entends c'était mieux avant, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis un agriculteur d'Île-de-France. Tous les matins, ma vocation, c'est de me lever pour nourrir les gens. Ce qui est important pour moi de rappeler, c'est que je pense qu'on est dans une société où finalement, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Alors c'est le fruit de la recherche médicale, mais c'est aussi le fruit de l'alimentation. Mon grand-père qui est mort à 98 ans me disait on ne meurt plus aujourd'hui d'une intoxication alimentaire. Donc aujourd'hui, c'est le fruit de la recherche, de l'innovation qui ont conduit l'agriculture à remplir, contrairement à ce que vient de dire Maxime de Rostolan, finalement à nourrir les populations après-guerre, puisqu'en fait, les besoins vitaux de l'homme, c'est se nourrir, se loger, se vêtir, mais avant tout se nourrir. Donc effectivement, on a une agriculture aujourd'hui qui est plurielle, qui effectivement, on est ici en Île-de-France et on a 11 millions de consommateurs à notre porte. Effectivement, il faut qu'une part de cette agriculture-là se tourne, plus qu'elle le fait aujourd'hui, vers ses consommateurs. Mais de dire que le modèle unique doit être l'agriculture biologique ou la permaculture, il faut savoir quand même de quoi on parle. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin de continuer à produire. Votre propre syndicat a annoncé ici même sur ce salon de l'agriculture un plan visant à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires avec des objectifs qui sont de 25% en 2020, de 50% à l'horizon 2050. Et dans ce plan, on parle d'utiliser des cultures au service de l'autre. C'est un peu le principe de la permaculture finalement. Est-ce qu'à terme, vous n'allez pas rejoindre ce système-là? En fait, moi, ce qui m'importe, je pense que ce qui nous importe tous, c'est finalement assurer une qualité sanitaire des produits et effectivement qu'on puisse au quotidien avoir un discours de vérité envers les consommateurs. Je pense que ce qui doit tous nous conduire, c'est cela. Aujourd'hui, il faut avoir un discours de vérité. Il faut dire aux consommateurs que la plupart des produits qu'ils consomment tous les jours sont des OGM importés, sont des fruits et légumes importés d'Espagne et du Portugal qui sont produits dans des conditions que nous, les agriculteurs français, ne faisons pas. On a 46 molécules aujourd'hui qui sont interdites en France, mais qui sont utilisées partout en Europe. Et c'est ce qu'on fait consommer aux Français tous les jours. C'est bien ça, la spécificité. Alors qu'il faille faire évoluer nos modèles, bien évidemment, les produits phytosanitaires sont des produits qui ont une dangerosité. Le premier concerné, c'est l'agriculteur. C'est effectivement l'agriculteur qui utilise ces produits et qui prend un risque. Après, je peux vous assurer qu'on ne peut prendre aucun risque à la population aujourd'hui. Il faut avoir un langage de vérité, sauf à fermer les frontières. Alors, finalement, aujourd'hui, sauf à fermer les frontières aujourd'hui, il faut dire aux Franciliens qu'on importe massivement des produits et qu'en fait, on jette l'anathème sur les agriculteurs français, sur les agriculteurs franciliens, mais qu'on ait finalement des dommages collatéraux dans l'histoire. Tant qu'on parle des pesticides, cette question s'est aussi invitée à ce salon de l'agriculture avec une séquence qu'on va retenir, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui a un discours, un vif échange avec un agriculteur au sujet du glyphosate. On regarde. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Mais vous me dites, nous on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Ça s'appelle la France, c'est une république. Voilà, des agriculteurs qui expriment leur inquiétude face à une interdiction du glyphosate. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de produits pesticides, de produits phytosanitaires pour les cultures? Maxime de Rostolan. Comme on faisait avant.
Enfin, oui, bien sûr que c'est possible. Après, c'est compliqué. Ça va remettre en question pas mal de modèles qui ont été aujourd'hui adoptés par les agriculteurs depuis pas mal d'années. Et c'est compliqué de changer. C'est compliqué de changer. Va peut-être falloir arrêter de faire du maïs là où ça n'a pas de sens d'en faire. Va peut-être falloir réintroduire de l'élevage là où on avait oublié d'en faire depuis quelques temps. Et puis, pour revenir sur cette histoire de discours de vérité, je pense que c'est inutile de rappeler à tous les consommateurs le nombre de scandales sanitaires à répétition qu'on a. C'est quand même... le discours de vérité, il faut savoir où le chercher, quoi. Mais juste, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'agriculture décapitalise depuis très longtemps. Et c'est normal, du coup, que ce soit difficile d'en vivre. On décapitalise parce qu'on a perdu 30 à 50% de la matière organique de nos sols. D'accord ? On décapitalise parce qu'on s'est privé de toutes les auxiliaires qu'on peut avoir, les auxiliaires de culture. Parce qu'en fait, quand on passe des insecticides, en fait, on dégomme tout. Et donc, finalement, 80% des insectes, comme je le disais, ont disparu en France. Enfin, c'est pas rien. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre de 80% des insectes qui ont disparu et de 30 à 50% de la matière organique qui a disparu ? La question, c'était de savoir si on peut se Est-ce que passer... vous reconnaissez la responsabilité de l'agriculture sur ce sujet-là ? Moi, votre question initiale, c'était de savoir si on pouvait se passer des produits phytosanitaires. Moi, je vous dis qu'on ne peut pas s'en passer. Pourquoi on ne peut pas s'en passer ? Parce que c'est précisément ces produits-là qui assurent la qualité sanitaire des produits. Alors effectivement, les pratiques peuvent avoir, nos pratiques agricoles influent sur le milieu comme pour chacun d'entre nous. Quand on prend sa voiture, ça a un impact sur le milieu, sur le climat, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas en revenir au c'était mieux avant, parce que personne ne souhaite reprendre sa binette, passer son temps. Mais c'est exactement ça. Ce que vous nous proposez et ce qu'on nous propose à travers la permaculture et ces schémas-là, c'est des schémas, finalement, de passéiste. Et à un moment donné, il faut aussi vivre avec son temps. Effectivement, il faut que nos pratiques évoluent. Et la FNSEA le dit. Finalement, elle met un certain nombre de mesures aujourd'hui sur la table pour dire, voilà, il faut effectivement mettre des moyens sur la recherche, travailler à des méthodes alternatives, ce que l'État a complètement oublié de faire depuis des décennies. Ça, c'est peut-être aussi le manque si vous voulez, après la guerre, planification de l'État sur ces après la questions-là. guerre, les populations avaient faim, il a fallu produire. Est-ce que depuis, on a pris les moyens d'essayer de travailler différemment? Non. Aujourd'hui, on met un certain nombre de méthodes sur la table. Quand on aura trouvé des alternatives, peut-être et probablement que ça aura un effet sur la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, tout simplement. Il y a une question qui se pose quand même quand on regarde l'agroécologie. Est-ce que les rendements sont là et est-ce que ça peut rémunérer correctement les agriculteurs? Alors, la question des prix est une question essentielle en ce moment, justement. Alors, juste sur cette question du prix, est-ce que l'agroécologie peut rémunérer correctement? Je renvoie en question, est-ce que l'agriculture industrielle peut rémunérer correctement les agriculteurs? Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Donc, nous, on va essayer de faire mieux et on le prouve. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs qui passent à l'agroécologie ne revirent pas leur cutie parce qu'ils comprennent bien les bénéfices pour eux, pour leur santé, pour leur environnement, pour leur qualité de travail. Et donc oui, clairement. Alors sur les rendements, on avait un débat avant. Est-ce que c'est 20% de moins? Monsieur dit que c'est qu'on produit 5 fois moins avec l'agriculture bio. Moi, les chiffres que j'ai et qui sont sourcés, c'est 20% de moins, mais c'est des rendements qui sont stables et donc moins dépendants des aléas annuels climatiques. Ouais. Réponse de Damien Greffin. Non mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas opposer les modèles. Et c'est un peu la société dans laquelle on est. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin finalement de répondre à une demande de citoyens qui, en agriculture biologique ou dans d'autres modèles, et que de toute façon, on ne transformera pas chaque hectare cultivé en France en agriculture biologique. Donc il faudra bien une coexistence de modèles. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que les médias, que la société, que le gouvernement ou que Maxime de Rostolan arrêtent d'opposer les systèmes et qu'on n'en fasse pas la publicité au détriment d'un autre. Il faut véritablement qu'on fasse coexister les choses et c'est comme ça que chacun sera amené finalement à progresser. Il y a une question aussi qui se pose, c'est est-ce que, avec par exemple l'agroécologie, on peut affronter la concurrence internationale? La France est en train de décrocher, on était 2e exportateur mondial de produits agroalimentaires, on est désormais le 3e européen et le 6e mondial. Il y a la concurrence par exemple des Pays-Bas qui sont devenus premier exportateur européen. Là-bas, on a fait le choix de l'innovation, de l'industrialisation. Apparemment, les revenus entre 2010 et 2017 pour les agriculteurs ont cru de 50%, lorsque le revenu de l'agriculteur français
n'a cru que de 5%. Est-ce qu'on peut affronter cette concurrence avec des méthodes plus naturelles? Non, en fait, si on prend la culture du blé, par exemple, une tonne sur deux en France est exportée, donc une tonne sur deux en France est consommée sur place, que ce soit dans l'alimentation animale ou dans l'alimentation humaine. Vous posez la question de la compétitivité de nos entreprises. En fait, aujourd'hui, un agriculteur, quel que soit son secteur d'activité, a besoin d'être compétitif au sein même de l'Europe. On ne peut pas mettre un agriculteur français en concurrence avec un Espagnol, en concurrence avec un Allemand. Donc ça veut dire qu'il faut faire l'harmonisation aussi. Des charges, une harmonisation sociale, une harmonisation fiscale, une harmonisation environnementale. À ce niveau-là, on fera disparaître finalement l'agriculture française et on importera massivement des produits étrangers. Je pense qu'aujourd'hui, la question agricole, c'est la question de l'indépendance alimentaire, la question de la sécurité alimentaire. Ce sont des questions que nos politiques ne se posent plus aujourd'hui et c'est véritablement ce qu'il faut remettre sur le devant de la scène. Maxime de Rostelan. En fait, déjà, quand on entend que l'un des indicateurs qui est pris, c'est combien on exporte et combien on arrive à être compétitif, ça pose une question sur l'objectif. L'objectif, on en parlait, c'est de nourrir les Français. Et donc, dire on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes, on exporte je ne sais pas combien de milliards de céréales, à coup de pétrole d'ailleurs. Il n'y a rien de moins efficace en termes d'énergie que ça, pour nourrir du bétail d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs se nourrir sur l'herbe, si jamais on pouvait faire de l'élevage extensif. Donc, pour moi, la question, elle ne se pose pas là. La question, elle se pose de savoir, est-ce que dans 15 ans, on aura encore les moyens, le capital naturel et le capital social pour produire et pour rémunérer correctement. Moi, je pose une question, c'est la question de la comptabilité. Il faut compter ce qui compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où notre système, une marée noire, ça fait du PIB, ça fait de la croissance et ok, il faut nettoyer les plages et puis pour le tourisme, c'est un peu un problème, mais au moins, ça fait du PIB. Il faut compter maintenant le capital naturel et le capital social. Et quand je parlais tout à l'heure de la décapitalisation de l'agriculture, c'est la seule profession qui fait ça, qui se prive de la matière organique, qui se prive des forces de vie qui sont là. Et donc il faut compter un agriculteur en entrant dans son champ quand il débute sa carrière, combien il a de matière organique dans son sol. En fin de carrière, combien il lui reste. Si jamais il a décapitalisé, il ne peut pas vendre au même prix où il doit avoir une moins-value sur son champ. Et bien là, on verra que les pratiques ne seront pas les mêmes. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Vous, je ne sais pas comment vous vivez de la formation. Moi, je vis de mon métier d'agriculteur et de producteur. Moi, la matière organique en Beauce, ça n'a jamais été une terre d'élevage. Et moi, je n'ai pas le sentiment d'affaiblir mes sols. Je n'ai pas le sentiment de polluer mes sols. Je raisonne mon capital, c'est mon outil de travail au quotidien. Et mon grand-père récoltait 70 quintaux de blé sur ma parcelle et moi je continue aujourd'hui à récolter mes 70 quintaux. Merci, donc je pense messieurs. Qu'il faut véritablement savoir de quoi on parle. Merci messieurs, on va accueillir notre dernier invité pour peut-être conclure cette émission. Nous recevons Samuel Vandal, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des JA, ce sont les jeunes agriculteurs. Tout à fait. Vous avez assisté au débat. Voilà, quel bilan vous pouvez faire peut-être, vous qui représentez... Enfin, je vais faire bondir Maxime de Rostelan si je dis que vous représentez l'avenir, mais voilà, vous êtes en tout cas, même un peu. Vous faites partie des jeunes agriculteurs. Voilà, est-ce que ça peut est-ce que ça peut vous plaire, la permaculture, l'agroécologie? Mais écoutez, je pense qu'il faut arrêter sans cesse de vouloir opposer les systèmes. C'est pas le modèle, c'est le système. Aujourd'hui, il faut notre agriculture sache s'adapter à toutes les demandes du concitoyen. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% de nos concitoyens ne veut pas et ne peut pas manger bio. Et en même temps, nos concitoyens veulent manger plus propre, plus sain, qui prennent mieux en compte l'environnement et le bien-être animal. Donc c'est à nous de transformer l'essai et tous les agriculteurs ont envie de transformer l'essai, pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, tous nos produits ont un prix. Donc il y a le débat aujourd'hui sur la permaculture, sur l'agriculture conventionnelle. Et on oublie un maillon de la chaîne, qui est aussi l'importation. On parle aussi du Mercosur, on a beaucoup parlé cette semaine, et entre autres sur votre plateau, qui aussi importe un certain nombre de produits. Distribution. Donc, dans tous les cas, moi je suis plus pour aller manger local, que nos consommateurs viennent directement au contact de nos agriculteurs, qui soient en bio, en permaculture, qui soient en conventionnel, mais on a aussi tout un tas de... Donc là, vous retrouvez sur les circuits courts quand même. Mais non, mais attendez, mais bien sûr, mais il n'y a pas que les circuits courts. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a aussi besoin de nourrir le monde. La France est aussi une terre fertile, qui a des qualités propres, qu'il faut aujourd'hui exploiter pour pouvoir nourrir, mais il faut le faire en lien avec les concitoyens. Ça a été le débat des États généraux, mais il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, il faut aussi produire. Les États généraux, on peut aussi parler de cette loi qui est en préparation pour essayer
de rétablir un équilibre entre les producteurs et les distributeurs. Est-ce qu'une loi peut changer? On a un agriculteur qui se donne la mort, qui se donnerait la mort tous les 2 jours. Est-ce que c'est pas un système qui est aussi à bout de souffle? Écoutez, ou est-ce que la loi, vous estimez que ça peut tout changer? Il y a plusieurs questions. Est-ce que la loi peut tout changer? Je pense que la loi ne changera pas tout. C'est l'intention aussi de nos politiques, les politiques à tous les niveaux, qu'ils soient au niveau national, régionaux et départementaux. Entre autres, dans les cantines scolaires, dans les lycées. Donc ça, c'est le pouvoir des conseils départementaux et des régionaux de remettre du local. Je rappelle qu'il y a 1 an, 70% des produits qui étaient consommés en restauration hors domicile, hors foyer, étaient issus de l'étranger. Donc, c'est même pas dans le débat de savoir si on fait de la permaculture ou du conventionnel ou du semi-direct. Ils n'étaient pas français, ils ne répondaient pas aux normes et aux cahiers des charges français. Donc, réintégrons du local. Et d'ailleurs, dans le texte sur les états généraux de l'alimentation, où on intègre 20% de bio, il n'y a aucune notion de local. C'est-à-dire que ce bio pourra... On peut l'importer effectivement de l'extérieur. Et qui participera et qui bénéficiera au principe d'équivalence. C'est-à-dire que c'est le pays de l'origine qui... détermine s'il est équivalent au produit français. On arrive à la fin de cette émission, juste oui ou non. J'ai envie de lancer un pari. Est-ce que vous seriez capable de vous retrouver autour d'une table et d'essayer de faire fusionner vos projets, vos idées? Oui ou non? Eh bien, écoutez, bien sûr. Et Oui. d'ailleurs, c'est enclenché puisqu'à Bretigny, on va lancer un projet avec sur les terres Oui, de bien Damien. sûr. Et enfin, Oui. vous êtes un peu opposés, mais on peut peut-être essayer de faire converger les systèmes. Il y Merci a beaucoup, un messieurs. sujet sur lequel on va se retrouver, c'est la transmission. La transmission, parce que la moitié des agriculteurs partent à la retraite Et donc, la d'ici question de la 2025. formation. Et les jeunes agriculteurs ont énormément de choses à porter là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet idf.france3.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info régionale suivie de la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Très bon dimanche sur France 3.